Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations et cette semaine sera consacrée à l'information sur des maladies et plus précisément la maladie de Verneuil, une maladie encore méconnue chez les Réunionnais et qui affecte donc des personnes de chez nous. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Marie-France Bru, d'après, présidente de l'Association française pour la recherche sur l'hydrosadénite ou la maladie de Verneuil. Bonjour. Bonjour Jessica. Et puis nous recevons aussi Marc-Antoine donc, Bru, qui est trésorier de l'association. Bonjour Jessica. Ils viennent donc nous apporter leur témoignage et informer les Réunionnais. Mais pour débuter ce journal, je vous propose de partir à Mayotte, à la rencontre de Rambi Kano, photographe mahorais passionné, qui fige les instants de la vie quotidienne sur l'île, l'instant d'un cliché, reportage de Shakila Issouf et Kalim au montage. C'est un tout en fait, c'est son attitude, c'est aussi la manière dont elle est habillée, c'est la manière dont elle se comporte. Parce qu'en fait on dit que dans une photo de rue doit raconter une histoire. Donc si je sens qu'en captant l'image, on pourra raconter une histoire, donc là je fais la photo. Mais parfois il y a une belle scène, mais quand je la regarde elle ne m'inspire pas, donc je ne fais pas de photo. Moi c'est des scènes de la vie quotidienne, parce que on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour trouver des choses intéressantes à montrer. Donc au bout de la rue, dans le quartier, il y a forcément des choses qui se passent, notamment des enfants qui jouent, une mamie qui passe, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des scènes qui sont très intéressantes si on arrive à les saisir et puis à bien les mettre en valeur. Alors, j'ai commencé à faire des photos en 1992, mais j'ai commencé à prendre des gens dans la rue en 1994. Parce que bon, à un moment là je manquais de sujet, alors comme je voulais faire des photos, je me dis bon, je sors dans la rue et puis dans la rue il y a plein de gens, donc du coup il y en aura forcément que je pourrais prendre en photo, donc c'est parti comme ça. Et après je prenais aussi en photo les étudiants là qui étaient dans la cité universitaire, ainsi de suite, donc de fil en aiguille, c'est devenu une passion en fait. Non, je ne peux pas m'en passer parce que souvent, dès que je sors en fait, surtout le week-end, parce que bon, dans la semaine je travaille, j'ai pas le temps, mais le week-end dès que je sors et que je pense avoir un peu de temps, donc j'amène mon appareil, sans idée spéciale, mais en me disant que peut-être que je vais croiser, je vais trouver une scène intéressante à prendre en photo. Donc parfois je peux sortir avec l'appareil photo et ne rien ramener en termes d'image. Parfois je peux ramener plusieurs en fait, donc ça dépend de l'inspiration. Parfois c'est jouissif parce que parfois je vois venir le sujet et donc j'anticipe la position ou le moment où je vais faire la photo, et puis si je trouve le bon cliché, là effectivement je suis très content, donc parfois c'est même jouissif. Pour ce qui est du droit à l'image, la loi est du côté du photographe en fait, parce que la législation dit qu'une personne qui se trouve sur l'espace public peut être prise en photo. Après, la diffusion de l'image est un peu plus réglementée, dans la mesure où on ne doit pas diffuser une image qui peut nuire à l'image de la personne. Donc à partir du moment où on estime que la photo ne nuit pas à l'image de la personne ou à sa réputation, on peut la publier. Alors pareil, comme j'ai dit, une photo doit raconter une histoire. Et donc je me rappelle cette photo, effectivement tu étais en train d'interviewer quelqu'un, et donc je passais par là et donc j'ai shooté, j'ai fait la photo parce que je me dis tiens là il y a un moment à capter, il y a quelque chose qu'on peut garder, donc du coup ça explique pourquoi j'ai fait la photo. Oui voilà, moi je pense que ça fait partie du jeu, parce que comme moi, pour moi ça part d'une bonne intention. J'estime que l'image est souvent à l'avantage de la personne que je prends en photo, donc il n'y a pas de raison que la personne se fâche parce que j'ai publié sa photo. Voilà. Donc je prends des précautions, mais en général il n'y a pas de souci. En général les gens ils sont contents quand je les prends en photo. Enfin quand je les montre, parce que bon il y a plein de gens que j'ai pris en photo mais je n'ai pas diffusé des photos. Mais les rares qui m'arrivent de croiser, ils sont contents effectivement du résultat. Pas plus tard qu'hier, j'ai croisé Papayan, l'artiste de rue, là, et je l'avais pris en photo il y a quelques jours. J'ai publié la photo, effectivement, il m'a remercié, il m'a dit qu'il était très content du résultat. Donc, je pense que le rôle du photographe, c'est de capter des instants, et puis qui font tellement partie de notre quotidien
qu'on leur accorde pas beaucoup d'importance. Et quand on arrive à les saisir, ça permet d'avoir un autre regard sur cette réalité. Donc je pense que c'est une forme de témoignage du temps qui passe. Peut-être que dans quelques années, les photos auront un autre sens, mais je pense qu'effectivement c'est important de saisir ces moments-là. Et revenons maintenant sur des images d'archives et partons au salon du bien-être organisé à la Nordève à Saint-Denis qui nous a permis de rencontrer donc nos invités du jour reportage. C'est à la Nordève à Saint-Denis que s'est tenu le premier salon du bien-être où professionnels de la santé, spécialistes ou encore associations sur les maladies se sont réunis en vue d'apporter au public des informations sur des maladies génétiques rares, comme nous l'explique Marie-France Bru. Cette maladie est une maladie dermatologique. Donc, en fait, c'est une maladie de peau qui consiste à avoir des abcès récurrents au niveau notamment des aisselles, des zones génitales, de la poitrine. Parce qu'avoir une association sur laquelle on peut trouver de l'information, du soutien et des actualités sur ce qui se fait au niveau donc, de cette pathologie, c'est important. Le syndrome de Dunningham, maladie ultra rare à La Réunion, est également évoqué par sa présidente Gaëlle Waro. Je suis présidente de l'association Vaincre Dunningham, qui est une association sur le syndrome de Dunningham, qui est une maladie génétique endocrinienne rare, qui fait partie des lipodystrophies partielles dites familiales. Je suis moi-même atteinte du syndrome de Dunningham. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Je suis le premier cas de Dunningham diagnostiqué dans le sein de ma famille. Donc je n'avais pas d'association de patients à mes côtés ici à La Réunion et j'ai dû faire après mon diagnostic le lourd travail d'information génétique à la parentèle qui est très dur et très lourd à porter. Et mon but en créant cette association, c'est de pouvoir aider aussi les personnes qui sont atteintes du syndrome de Dunningham à faire cette information auprès de leur famille et de les soutenir et puis de nous rassembler aussi et à terme de vouloir aussi aider à financer la recherche médicale sur cette maladie génétique ultra rare. Un salon qui s'est déroulé sur un week-end et qui devrait connaître une seconde édition au vu de l'engouement suscité chez le public. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec Marie-France et Marc-Antoine Bru, présidente et trésorier de l'association AFRH. Rebonjour. Bonjour. On va commencer par toi, Marie-France. Est-ce que tu peux, pour nos téléspectateurs, te présenter ? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis donc moi-même malade, atteinte de la maladie de Verneuil. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé cette association il y a 22 ans de ça. Et donc, j'accompagne depuis tout ce temps les malades donc dans le cheminement qui est pas toujours très simple sur cette maladie et notamment ici à La Réunion on met un accent sur le dépistage de la maladie qui est en effet très long. Il faut 8 ans pour dépister une maladie de Verneuil qui pourtant repose sur 3 questions. Voilà. Et toi du coup Marc-Antoine, Marc-Antoine tu es trésorier mais pas que. Non, pas que. Trésorier, c'est déjà un sacerdoce en soi, mais c'est surtout, je suis accompagnant depuis plus de 20 ans, puisque Marie-France, ça fait même 30 ans qu'elle est atteinte par cette pathologie, et donc ça fait 30 ans que je l'accompagne dans sa maladie. Alors, maladie sur laquelle on va revenir, Marie-France, et on va peut-être parler des symptômes. Absolument. Quels sont ces symptômes ? Donc, les symptômes, comme vous l'avez entendu dans le reportage, ce sont donc des abcès récurrents qui sont principalement localisés au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine, au niveau de la zone génitale, des zones fessières. Ça, ce sont les principales zones. Mais il faut savoir que la maladie de Verneuil, après, quand vous l'avez débutée, elle est susceptible d'atteindre absolument tout le corps. Les seuls endroits qui ne seront jamais concernés sont la paume des mains et la plante des pieds. Alors, maladie de Verneuil, donc nous, c'est pour aller plus vite, mais bon, il y a un nom très barbare que moi. Oui, j'ai du mal. Hein. Donc, l'hydrosadénite, c'est ça ? Hydrosadénite suppurée, absolument. En fait, hydradénitis suppurativa, même, c'est le terme exact, voilà, scientifique. Et c'est vrai que ça fait un peu abracadabra quand on le prononce. Mais oui, c'est le terme qui signifie, d'ailleurs, hydrosadénite, c'est un terme scientifique qui signifie une inflammation
inflammation de la glande sudoripare. Voilà, et ce terme définit bien la maladie. Et du coup, donc on va juste rappeler pour les téléspectateurs et si on peut voir aussi à l'écran Oui. la fiche de dépistage pour savoir justement, qu'on va un petit peu commenter, Marie-France. Absolument. Donc la fiche de dépistage repose donc sur 3 questions, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la première question, c'est vous arrive-t-il d'avoir des abcès boutons pour être simple? Donc la réponse est oui ou non. Deuxième question, est-ce que ces abcès, ces boutons sont récidivants? Est-ce qu'ils reviennent au moins 2 fois en 6 mois, oui ou non? Et enfin, sont-ils localisés dans une ou plusieurs des zones qui sont précisées sur le schéma? Donc, si les gens cochent oui et s'ils entourent au moins une zone, on estime qu'il y a environ 99,8% de risque pour que ce soit une maladie de Verneuil. Donc, le diagnostic est extrêmement simple puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas besoin de faire une analyse de sang, il n'y a pas besoin de faire une radio, une échographie. C'est uniquement sur ces 3 questions que repose le diagnostic. Et pourtant, il faut 8 ans aujourd'hui pour poser un diagnostic de maladie de Verneuil et une moyenne de 10 médecins consultés différents. Alors, juste une petite question, toute bête peut-être. Donc, mais Il n'y a jamais de question bête. Elle commence par quoi cette maladie? On doit s'inquiéter si on voit quoi, par exemple, un bouton ou, Absolument. C'est ça. D'accord. En fait, c'est exactement ça. À la base, c'est vraiment un bouton qui va apparaître et puis qui va se gonfler et puis redégonfler. Et puis, il va y avoir comme ça une crise qui va être de temps en temps, elle va revenir, comme on disait, au moins 2 crises en 6 mois. Et puis, ce bouton, quand vous allez voir qu'il va revenir de plus en plus souvent, et peut-être il va faire une crise en permanence. Il sera là en permanence, et il va faire de nouveaux boutons. Et donc là, bien évidemment, il faut s'inquiéter. Et quand vous voyez surtout le même bouton venir, disparaître, revenir, là, vous pouvez vous poser des questions. Et au niveau de la consultation, vers qui on doit se tourner quand c'est comme ça? Un dermatologue? Bien évidemment, mais déjà, vous pouvez en parler à votre généraliste qui est là aussi pour voir. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros effort qui est mené pour informer les généralistes aussi sur l'existence de cette pathologie, qui ne leur est pas obligatoirement enseignée en fac. Elle est plutôt informée, les dermatologues sont formés à la maladie de Verneuil. Donc, généralement, votre généraliste va vous diriger vers un dermatologue qui, lui, vous prendra en charge. Et Marie-France, donc toi, tu l'as dit toi-même, tu es atteinte de cette maladie. Tout à fait. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au quotidien et que tu continues de rencontrer? Et que je continue de rencontrer. Parce que tu m'as expliqué, donc c'est une maladie qui est chronique, donc on doit vivre avec. On doit apprendre à vivre avec, absolument. Disons que moi, la maladie, j'ai eu la chance de la débuter relativement tard, parce que juste pour préciser, la maladie peut débuter aussi bien à 6 ans qu'à 77 ans. Donc, on ne sait pas exactement quand la maladie, même s'il y a un pic entre 20 et 40 ans. Donc, moi, je l'ai eu vers 30 ans. Cette maladie, première chose qu'elle est provoquée, en dehors des douleurs, bien sûr, de l'aspect inesthétique et des interventions chirurgicales qu'elle a fait, j'ai perdu mon emploi. Donc, je travaillais dans la recherche médicale, j'étais attachée de recherche clinique et j'étais mise en invalidité. Donc par la médecine du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment aux malades de Verneuil. Et surtout, ça arrive d'autant plus fréquemment que les malades n'osent pas en parler. C'est la honte qui entoure cette maladie, puisqu'on peut la cacher. Par exemple, vous ne voyez pas, moi, obligatoirement que je suis malade, puisque c'est dans des zones qui sont cachées. Et donc, souvent, les malades ne préfèrent pas l'expliquer. Parce que si on connaissait la maladie de Verneuil, vous pourriez dire à votre employeur, j'ai une crise de Verneuil, il saurait ce que c'est. Tandis que là, vous êtes obligé de dire, voilà, j'ai des abcès à répétition localisés à tel endroit. Et les gens, ils n'ont pas envie d'aller raconter qu'ils ont des abcès à cet endroit-là. Donc, du coup, les absences répétées, parce qu'ils ne peuvent pas rester assis dans les difficultés, c'est rester longtemps assis, rester longtemps debout, c'est marcher, porter des charges éventuellement. Bref, toutes ces choses, même si vous êtes coiffeuse, imaginez faire des brushings quand vous avez des abcès qui sont quand même mal localisés. Toutes ces choses-là font que c'est difficile. Ah oui, donc effectivement, donc c'est une maladie au final qui est handicapante, très handicapante, dans le quotidien. Voilà. Et du coup, Marc-Antoine, juste pour revenir à toi qui es justement accompagnant, qui aussi fait partie de l'association, donc qui voit aussi d'autres témoignages. Quelles sont les difficultés que toi, tu peux rencontrer au quotidien par rapport à ça? La difficulté d'une maladie chronique qui s'invite quand elle veut. Sans prévenir la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir grand-chose à l'avance. Ça veut dire qu'il y a des périodes qui sont difficiles parce que la douleur, la fatigue de son conjoint, homme ou femme, c'est forcément compliqué. Bien entendu, parce que ça doit être abordé, c'est toute la partie relation, que ça soit relations sexuelles, entre autres, qui forcément, sur des périodes, peuvent être extrêmement compliquées. Et donc, il faut avoir beaucoup de compréhension.
Il faut savoir accompagner, il faut savoir être discret quand la personne est fatiguée, qu'elle n'a pas envie que vous ayez pitié d'elle, hein. C'est un malade, c'est pas ça qu'il attend d'un conjoint. Et puis, à côté de ça, il faut être, par contre, présent pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants, quand on a des enfants, et pour s'occuper de la vie de tous les jours, parce qu'une crise, elle peut durer une journée, 2 jours. Par contre, elle peut arriver en 5, 10, 15 minutes et avoir un bouton qui devient une balle de golf. Et si c'est sous les bras, on a un bébé, on ne peut pas le tenir, on ne peut pas le soulever, mais il faut que le conjoint soit là. C'est indispensable. Et puis, il y a le soutien moral. Parce que, pareil, c'est une maladie qui détruit. Il faut bien comprendre qu'il y a les atteintes physiques, mais il y a aussi les atteintes morales. Et si vous n'êtes pas en soutien, c'est-à-dire être là pour justement ne pas laisser le malade tout seul face à sa maladie, et c'est valable pour d'autres pathologies, mais celle-là en particulier, parce que c'est une maladie qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, je dirais même qu'on a même tendance à volontairement minimiser. Oh oui, c'est des boutons. Mais quand vous vivez avec un malade de Verneuil, je peux vous assurer que ce ne sont pas des boutons. C'est bien plus que ça. Et à La Réunion, on peut compter à peu près combien de malades de Verneuil? Alors, déjà, d'une manière globale, c'est 1% de la population, même sur le plan mondial. Donc, on devrait être à 8700 environ malades. Avec l'ARS, on a estimé que comme c'est corrélé au diabète, et on sait qu'on a un taux de diabétique qui est encore supérieur à la norme à La Réunion, ce serait environ 10 000 malades qui seraient concernés à La Réunion. Ah oui, quand même. Oui, Donc, ça fait beaucoup, voilà. c'est pas mal. Oui, C'est pour ça que beaucoup s'ignorent encore. Donc, il y a un vrai gros travail d'information et c'est pour ça qu'on a des actions qui vont dans ce sens. Et d'où votre présence aussi sur le plateau, parce que bien évidemment, le but aussi, je dirais, du journal des associations, c'est aussi donc découvrir et surtout informer les personnes donc, qui nous regardent derrière les écrans, se dire, voilà, si vous avez des questions, des choses, vous voyez que vous avez des choses qui apparaissent comme ça sur le corps, peut-être que, voilà, en regardant l'émission, en ayant des témoignages aussi, peut-être que ça va vous apprendre des choses sur vous-même et donc, du coup, ça va vous inciter, comme tu as dit, à aller se faire dépister, Exactement. à aller consulter et surtout à ne plus en avoir peur, à plus avoir peur justement de parler parce que ça reste encore tabou. Parce que quand, voilà, on peut se dire que c'est effectivement... Et ça sauve des vies. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un taux de suicide quand même qui n'est pas négligeable. Ah oui. Oui. Parce que l'isolement, parce que le conjoint qui quitte la maison parce qu'il en a marre ou qui va voir ailleurs, parce qu'on perd son boulot, parce qu'on n'a que des aides à minima pour survivre, et beaucoup, malheureusement, ne voient qu'une solution. Et j'avais quand même une question pour toi, Oui. Marie-France. Du coup, cette maladie est-elle reconnue comme un handicap ou alors pas du tout encore? Alors, on peut la faire reconnaître comme un handicap auprès de la maison, donc les MDPH, mais c'est un travail qui n'est pas systématiquement couronné de succès. Parce que malheureusement, la maladie n'est pas... Voilà. Malheureusement, ce n'est pas une pathologie dont on parle justement suffisamment, qui n'est pas suffisamment médiatisée. Et donc, du coup, les médecins ne la connaissent pas obligatoirement, tout comme les médecins du travail, hein, c'est la même chose, ou les médecins de la sécurité sociale, puisque on peut avoir ce qu'on appelle une ALD 31, une prise en charge à 100%, mais hors liste, bien évidemment. Et pour obtenir cette reconnaissance de prise en charge à 100%, déjà, c'est pas donné pour tout le monde. Donc, la reconnaissance du handicap, oui, c'est une étape. Ici, à La Réunion, on a plusieurs malades qui l'ont obtenu, ce qui prouve qu'on a fait un bon travail. Et il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et j'espère que de mieux en mieux, ici, à La Réunion, ça pourra être pris en charge. Et en parlant justement de travail, on va parler un petit peu des actions de l'association. Alors, avec plaisir. Les actions que vous avez menées et puis aussi parler des futures actions. Tout à fait. Alors, donc, dans les actions que l'on mène, il y a la campagne Vers nous, dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc, par exemple, cette petite mascotte que l'on offre. Voilà, un petit peu plus. Voilà, donc, Vers nous. C'est un joli petit chien rose. Voilà, Vers nous, pourquoi? Parce que maladie de Verneuil. Donc, que l'on offre notamment dans les infirmeries scolaires, ici à La Réunion, donc au niveau des collèges et des lycées. On l'a remis aussi donc, dans des services hospitaliers, par exemple aussi, elle est en pédiatrie, je sais, au CHU de Saint-Paul, on l'a remis lors du salon. Bref, il a rejoint pas mal de services. L'objectif, notamment dans les infirmeries, c'est qu'il porte à sa main
un petit livret, je dirais, où il y a marqué « Connais-tu Verneuil ?» Et on sait que les enfants sont curieux. Donc, quand ils sont malades, qu'ils attendent à l'infirmerie scolaire, ils vont ouvrir. Ils vont voir les images donc, de ce que c'est qu'un Verneuil, les 3 stades, ils vont lire. Et éventuellement, ils vont parler à l'infirmière scolaire. Et l'infirmière scolaire, en fait, elle va être le lien entre l'enfant et les parents. Parce qu'il est évident que quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on ne va pas dire à maman, j'ai des abcès à cet endroit-là. Quand on est chez le médecin, on ne peut pas y aller seul, donc il ne va pas dire maman, est-ce que tu peux sortir que je parle au médecin? Voilà, toutes ces choses vont faire que finalement, on va créer un lien entre l'enfant malade et ses parents qui du coup vont le prendre en charge. Donc une maladie qui touche les enfants, comme on va le voir à l'écran là. Tout à donc fait. Un exemple d'un enfant qui a la maladie de Verneuil. Et du coup alors d'autres actions là. Alors les autres actions par exemple aussi c'est Juin Violet. Donc Juin Violet, tout comme on a Octobre Rose d'ailleurs auquel on va participer prochainement, mais Juin Violet c'est la période durant laquelle on met en avant et en lumière la maladie de Verneuil, d'où d'ailleurs des illuminations en violet de beaucoup de bâtiments ici à La Réunion. Mais surtout, on offre un dépistage, on fait le tour de l'île. Autant tous les maires qui veulent bien nous accueillir, on y va, on tient des stands et notamment des centres de dépistage avec des médecins ou des infirmiers spécialisés qui vont aider justement à vous aider à être dépistés. Voilà. Donc, votre association, donc, comme tu l'as dit, qui sera présente sur des événements, donc prochainement à Saint-André, c'est ça? À Saint-André, tout à fait. On sera du 3 au 7 octobre à Saint-André, au village de santé, dans le cadre d'Octobre Rose. Voilà. Donc voilà, les téléspectateurs, hein, donc si vous souhaitez soutenir donc, cette cause, n'hésitez pas, donc, je vais la montrer, la jolie petite mascotte. Voilà. Donc n'hésitez pas donc, à contribuer en faisant donc, un don, en achetant. On peut acheter vers nous, absolument, voilà, et ça soutient la recherche aussi. Voilà, et surtout, pensez surtout aux enfants donc, qui sont donc, dans les services, atteints, exactement. Voilà, dans les services pédiatriques donc, des CHU. Marc-Antoine, un petit message à faire passer, toi aussi? Moi, je vais faire passer un message en tant que trésorier. Puisque vous savez qu'une association ne vit que des dons et des cotisations de ses membres. La crise Covid et après-Covid est très difficile pour les associations. Nous avons besoin de fonds. Nous avons besoin de fonds pour l'association, pour pouvoir aller faire les stands, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir mener nos campagnes d'information, les flyers, etc. Les vers nous à distribuer, puisqu'on les distribue gratuitement, mais aussi la recherche médicale, auquel nous mettons de côté systématiquement de l'argent. Nous avons déjà pu verser un peu plus aux alentours de 15 000 € à l'Institut Pasteur, qui va bientôt faire un protocole prochainement qui est très intéressant. Donc, aidez-nous, soutenez la FRH, et puis nous, à côté, et adhérez. Plus nous aurions d'adhérents et plus nous serons pris au sérieux. Et on va terminer justement en disant comment on fait pour vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre tout simplement sur le site afrh.fr ou vaincre-verneuil.fr. Et là-dessus, vous aurez absolument toutes les informations. Il y a aussi notre numéro de téléphone. Je suis disponible, n'hésitez pas. Numéro de téléphone que l'on peut donner? On peut donner, absolument. Donc, c'est le 06 92 39 86 14. Donc, alors, on va juste faire un petit rappel pour les téléspectateurs. Donc, on te joint et on joint tout le monde de l'association, tous les bénévoles, donc, via votre site afrh.fr et via le numéro de téléphone 06 92 39 86 14. Et pour les connecter comme moi, y a-t-il une page Facebook? Il y a une page Facebook, AFRH, une association sur la maladie de Verneuil. Ensuite, on a un groupe, on a aussi un Instagram, on a TikTok, on a YouTube, on a tout. Donc, alors, vous pouvez nous trouver facilement. Voilà, AFRH. AFRH. Voilà, pour les téléspectateurs. Donc, et puis, donc, Marie-France et Marc-Antoine joignables au 06 92 39 86 14. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à Jessica. Marie-France. Merci Marc-Antoine d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous aussi, vous souhaitez venir sur notre plateau, vous pouvez me contacter via la page Facebook Jessica Alaguiri, ALAGUIRY, ou via la page Télécréole, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.